Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle formule de vidéo, parce que jusqu'à présent, j'aimais bien parler d'œuvres que j'avais lues en entier et faire une vidéo pour une œuvre. Et j'ai envie de m'essayer une fois par mois ou deux fois par mois à vous parler d'œuvres qui sont en cours de parution, donc de manga principalement. Pour l'instant, je pense parler uniquement de manga. Donc de manga en cours de parution. Que j'apprécie et vous en parler de manière succincte. Aujourd'hui, je vous parle d'œuvres qui sont quand même pas mal avancées et je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de nouveautés récentes parues cette année. Donc la première œuvre dont je voudrais vous parler, c'est Spriggan. Spriggan, c'est un récit d'action teinté de SF et de fantasy qui est paru dans les années 90 avec au scénario Hiroshi Takashige et au dessin Ryuji Minagawa. Ryuji Minagawa, je l'ai découvert il y a un moment maintenant, mais avec Peacemaker et marque-page, un dépliant au début, des pages couleurs, et vraiment, je trouve que c'est plutôt soigné au niveau de tout ce qui est lettrage, traduction. Et du coup, on suit Yu Ominae, ce personnage-là, qui est un Spriggan et qui fait partie d'une organisation Arkham qui cherche à récupérer des artefacts anciens pour les sécuriser et afin que ces artefacts n'entrent pas aux mains de personnes mal intentionnées. Et du coup, on va mélanger science-fiction avec nouvelles technologies et principalement fantastique avec des personnages qui ont des pouvoirs. On peut voir, c'est quand même assez ça va dans l'action, ça charcute bien. Donc avec des pouvoirs des fois un peu exagérés, et on va quand même assez souvent dans le fantastique. Et ça utilise des anciennes croyances, légendes qui sont parfois, moi qui me sont parfois connues et aussi très souvent méconnues. Que ça soit basé avec un petit lien avec l'archéologie. Et je trouve, pour faire des analogies un peu simples et absurdes, la manière dont sont dessinés certains visages et une sorte de puissance visuelle dans les scènes d'action, on sent vraiment l'influence, c'est paru dans les années 90, de Akira. Et en même temps, on sent une petite vibes Master Keaton de Naoki Urasawa et son scénariste sensei, j'ai un trou de mémoire, désolé. Et alors, c'est deux œuvres très différentes, mais il y a dans l'utilisation de liens entre l'archéologie, les anciennes croyances, etc., pour en faire des récits courts qui s'enchaînent et qui vont créer un récit plus long. Il y a une similitude, je trouve. Et du coup, moi, je suis pas à jour, parce qu'il va y avoir 8 tomes dans cette édition-là. Et je viens de finir le tome 5, et il y a encore 2 tomes j'ai un peu de retard. Mais en fait, plus j'avance, j'avais peur de pas trop aimer sur le long terme, parce que comme dans Peacemaker, j'avais trouvé que ça s'essoufflait. Là, les histoires sont tellement percutantes, on commence à tellement être attaché par les personnages qui reviennent, qui s'approfondissent, que c'est vraiment ça vit bien sur le long terme, je trouve. Et surtout que petit à petit, quand même, les auteurs tissent un récit un peu plus long au fil des missions de You, avec des personnages qui changent de camp, qui reviennent, des situations un peu plus dramatiques, et surtout des sortes de complots qui se mettent en place où on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et l'intensité visuelle, l'action qui est toujours un peu over the top, mais pas en termes de comment dire, c'est pas du tout comme un Dragon Ball ou autre, c'est vraiment un récit pas réaliste du tout, mais il y a vraiment une action plus trash, plus acérée, qui est vraiment réussie, je trouve, et avec cette intensité visuelle permanente, qui fait que c'est vraiment un pur plaisir de lecture. Ensuite, je voulais vous parler assez rapidement, allez hop, je parle de ça, de What Did You Eat Yesterday par la grande Fumi Yoshinaga. Fumi Yoshinaga, elle est connue en France principalement pour
Le Pavillon des Hommes, qui est paru aux éditions Kana, une grande œuvre sur le long terme que j'aimerais relire. Et j'en avais parlé aussi pour un one-shot récent, Tamaki et Amane. Il y a des reflets, désolé. Hop. What Did You Eat Yesterday, du coup, c'est un récit au long cours, parce que pour l'instant, il y a 5 tomes doubles qui sont parus en France, donc des tomes pas si épais que ça, de 300 pages, mais qui équivalent à des tomes, à 2 tomes japonais, et qu'on en est à, je crois, 24 tomes au Japon. Donc ça va nous poursuivre quand même sur un moment. Et c'est un récit qui est basé sur le quotidien, la tranche de vie, avec 2 axes principaux. C'est la cuisine. Dans chaque, en fait, c'est vraiment des petits récits courts. Et dans chaque chapitre, il y a une recette de cuisine qui est décrite avec soin. Bien sûr, là, je ne vais pas la trouver, mais tac. Hop, ici, par exemple, un des personnages est en train de cuisiner et on décrit toutes ses actions par la pensée et avec des dessins, des cases qui montrent de manière très précise l'évolution de la recette et de la cuisine. Et l'autre grand axe, c'est en fait on va suivre Shiro et Kenji qui sont un couple d'hommes homosexuels et au Japon, c'est pas forcément aisé de parler d'homosexualité et de 2 hommes qui vivent ensemble de manière si réaliste. Il y a plein de boys love qui en parlent, mais ici là c'est pas un boys love, quand on parle de catégorie éditoriale japonaise pardon, c'est un seinen. Et c'est décrit avec vraiment un réalisme confondant et un soin apporté à la psyché des personnages, au dialogue, à la réalité de leur quotidien qui je trouve assez rare et d'une précision impressionnante. Et pour l'instant, après 5 tomes, donc l'équivalent de 10 tomes japonais, je sens pas d'essoufflement, parce que pareil, c'est des récits courts. Il n'y a pas de... Si, le fil conducteur, c'est leur vie au quotidien. Et bien sûr, il y a des personnages qui arrivent, des situations qui évoluent un petit peu. Mais c'est vraiment... ne vous attendez pas à avoir des pérégrinations, des choses qui vont arriver brusquement, etc. C'est vraiment une sorte de sommet de tranche de vie. Et c'est raconté, je trouve, de manière passionnante. Et ça montre vraiment, ça met en exergue la vie au quotidien, avec un aspect beaucoup lié à la nourriture, les petits riens du quotidien, la difficulté aussi d'être un couple homosexuel au Japon, avec 2 personnages qui le vivent de manière très différente. Un avocat qui le cache, et un coiffeur qui est plus, je vais pas dire exubérant, mais qui ne le cache pas, en tout cas. Il y a sa famille, il y a ses amis, son boulot, etc. Et il y a plein de réflexions qui sont amenées par petites touches de cette manière-là, et ça en fait une œuvre à la fois très facile à lire si on apprécie, hein, si on monte dans le principe, et en même temps très dense, très riche, très variée, et ça en fait vraiment une œuvre majeure, je trouve, qui est publiée actuellement, comme tout ce que fait Fumi Yoshinaga. Et pour finir, j'essaie d'en parler de manière rapide, mais j'ai un peu du mal, je vais vous parler de Under Ninja par Kengo Anazawa. Kengo Anazawa, il a été connu en France pour I Am a Hero, qui est paru aux éditions Kana et qui malheureusement n'est plus disponible, mais je crois que c'est pas dépendant de leur volonté, c'est une question de droit. Actuellement, il y a 14 tomes de sortie au Japon. En France, 15 au Japon, 15 ou 16 au Japon. Kengo Anazawa, il va parler de, comme le titre l'indique, de ninja. Le Kengo Anazawa a un style bien particulier, je trouve, une forme de manière de raconter de l'histoire qu'on trouve pas beaucoup, un mélange entre réalisme, que ce soit hyper-réalisme, que ce soit dans les décors, les expressions des personnages, un certain regard, et délire grand public, enfin pas grand public, délire presque une façon d'approcher le genre et l'action, et d'avoir des délires un peu saugrenus assez particuliers.
Et il aime bien le genre puisque sa première grande œuvre parue en France était sur les zombies, où il traitait de manière plein de thématiques en arrière-fond. Enfin, I Am a Hero, c'est une grande œuvre. Hein. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à des amis ou en bibliothèque, n'hésitez pas. Et Honor Ninja, du coup, en fait, on va voir. Alors, c'est une œuvre assez, pas forcément facile d'accès au premier regard. Soit on la lit comme ça, comme pour ce qui est, et on va avoir des scènes de dingue, que ce soit en termes d'action, d'humour, parce qu'il a un humour, je trouve. Regardez, là, en termes d'action et de découpage, je trouve que c'est un grand dessinateur. Et voilà, on peut voir un petit peu des scènes d'humour un petit peu absurdes qui mélangent sérieux et total délire. J'adore son humour et son côté un peu déglingué, dérangé. Et au-delà de ça, en fait, ce manga va mettre en scène une guerre de ninjas dans un Japon contemporain. Il y a une approche presque réaliste, hyper réaliste dans le surréalisme du titre. Et du coup, on va avoir une description très précise du matériel des ninjas, de leur organisation, il va y avoir des drones, des lunettes avec un équipement particulier, des revêtements qui rendent invisibles, et en même temps ils sont des techniques. J'allais vous décrire une technique liée à l'eau qui fait penser à Naruto, mais avec des fluides qui viennent du corps. Enfin voilà, c'est un mélange des fois vraiment de pur délire. Du coup, il n'y a pas de vrai. Enfin, si, il y a des. Comment dire? Il y a des super pouvoirs, mais avec un lien un peu avec la réalité, je trouve. Et on va avoir une histoire qui est presque confuse, enfin qui est assez difficile à comprendre dans sa globalité pour l'instant, après 14 tomes, et en même temps qui n'est pas si complexe que ça, parce qu'il va avoir vraiment plein d'enchevêtrements, des ninjas qui viennent d'autres pays, des familles, des personnages qui vont disparaître, des situations qui vont changer, des satellites, etc. Et au final, en fait, si on fonce dans le récit et qu'on dit ah ok, il se passe ça, mais c'est pas grave si je comprends pas tous les tenants et aboutissants, c'est pas forcément grave. Et on a un récit d'action déjanté que je trouve totalement fou. Et oui, là, il y a vraiment des scènes d'action totalement dingues. Et pour être plus constructif, je trouve que Kengo Hanazawa, derrière son délire de récit de ninja hyper précis, hyper détaillé et en même temps absurde, je me demande s'il n'essaie pas de traiter un petit peu de la situation du Japon actuel où tout paraît compliqué. Il y a des sortes de sous-castes au sein du Japon qui se luttent pour le pouvoir et on comprend pas, et avec des familles qui viennent de manière lointaine et qui pensent avoir plus de pouvoir sur les autres, enfin, je me demande si en arrière-fond, il a pas une vision du Japon contemporain derrière lui. Regardez, c'est vraiment là, bon, c'est la fin du tome 2, ça va, c'est pas un gros spoil. Le mélange entre c'est des ninjas, ils ont un équipement hyper développé et c'est montré de manière réaliste et en même temps il y a un côté vraiment absurde à cette case. Enfin, voilà. Donc Under Ninja pour moi c'est vraiment un bijou à ne pas rater dans les sorties actuelles, tout comme What Did You Eat Yesterday et Spriggan. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne sera pas trop longue et je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne journée.